Si on est chacun là, chez nous, à se dire, ayo, ben, le linge sale, c'est la de famille, ils ont qu'à régler les affaires et on va pouvoir les affaires du monde. Ben, en fait, dans les cas de violence, nous besoin les affaires du monde. Parce que c'est notre responsabilité de pouvoir protéger les personnes qui sont victimes. Et se sentir en sécurité, c'est la base. Mélanie, bienvenue. Merci. Donc, Mélanie, tu es psychosociologue. J'ai dû pratiquer dans ma tête quelques instants. Donc, juste pour notre audience qui n'est pas très familière avec les termes techniques de la psychologie et sociologie, tu peux nous expliquer brièvement c'est quoi un psychosociologue? Alors, c'est une prédominante de psychologie sociale, donc où on fait particulièrement attention à l'interaction entre un individu, un être humain et son environnement, que ce soit environnement de vie, environnement de travail, environnement matériel, social. Donc, c'est vraiment l'interaction. D'accord. Et tu fais dans ton étude, tu fais énormément de plaidoiries plutôt que l'accompagnement one-to-one, par exemple. Oui, j'ai quelques accompagnements, mais je fais beaucoup de formations, je fais beaucoup de supervision, je fais beaucoup d'advocacy, effectivement, par rapport pour une plus grande prise en charge de certains groupes vulnérables, donc enfants, femmes et un peu de la communauté LGBTQIA+, en collectif depuis quelques années, pour que les lois, entre autres, et les regulations soient plus inclusifs, soient plus protecteurs aussi, notamment ces groupes. Succès, le travail. Les lois, oui. Alors oui, ça a été un succès après de nombreuses années. Parce que, par exemple, avant, les psychologues n'avaient pas, en tous les cas, étaient tenus au secret professionnel et ce n'était pas spécifiquement stipulé dans les lois que ces personnes devaient signaler. Donc ça, c'est le cas maintenant, donc c'est hyper important. Avant, les enfants pouvaient être mariés à Maurice, donc il y a eu beaucoup de travail aussi, d'advocacy, avec aussi plusieurs collègues, membres d'ONG, etc., donc en groupe pour que maintenant, au moins à Maurice, les enfants n'ont plus le droit d'être mariés, c'est assez récent. Donc oui, certains éléments sont ça a demandé beaucoup de travail, beaucoup d'investissement, beaucoup de persévérance, beaucoup d'heures aussi. Mais oui, j'ai envie pas de croire et de me dire que même si ça ne suffit pas que des choses soient inscrites dans les lois, parce qu'il y a quand même un gros travail pour que les lois soient appliquées et respectées. Pour autant, oui, je dis on pour quand même plusieurs d'entre nous et plusieurs personnes avec qui je travaille, on est content et satisfaite de certains petits pas pour plus d'inclusion, de protection. Ouais. Et tu travailles beaucoup sur en fait, la protection des femmes et des enfants, et aussi de la communauté, je vais mal dire le mot, je te demande de dire le mot LGBTQIA+. Yes. Et en fait, commençons par les femmes d'abord. Violence envers les femmes. Est-ce que tu penses que, du moins statistiquement, c'est en hausse, ou est-ce que c'est plus une question c'est de plus en plus rapporté maintenant parce que justement, il y a une conscientisation au niveau de la société, une sensibilisation? Alors, il y a plus de cas rapportés, effectivement. On était autour de 2400-2500 à maintenant 5005, 2022 et 2023, 5500 à peu près, situations rapportées, avec aussi beaucoup plus d'hommes victimes qui rapportent. Donc, on était à autour de 12%, maintenant, c'est arrivé quand même à presque 18% des hommes victimes qui rapportent. Donc, on ne peut pas dire que les situations de personnes victimes de violences de couple sont en hausse, mais les cas rapportés sont en hausse. Il faudrait vraiment une étude longitudinale pour vraiment analyser la problématique et voir, qu'on puisse avoir un meilleur aperçu, disons, de ce qui se passe. Pour autant, il y a quand même plus de 8 personnes victimes de violences domestiques, conjugales, qui sont signalées chaque jour à Maurice. Chaque jour? Chaque jour. Et officiellement, au niveau des enfants victimes, il y a à peu près, encore une fois, chaque jour, 15 enfants victimes, 15 cas signalés. Et là, bien sûr, on ne parle pas du tout de la réalité, ça donne juste un aperçu, mais c'est quand même beaucoup et beaucoup trop. Ouais. Est-ce que tu as vu une hausse par rapport au Covid? Clairement.
Clairement. Alors, clairement, pendant le Covid, parce qu'on a été plusieurs psychologues, counselors à faire des accompagnements, ONG aussi à se mobiliser par rapport à ça. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup de situations de violence vécues pendant le Covid, pas forcément signalées, parce que d'abord, pour un premier temps, les instances n'étaient pas accessibles. Ça a pris quelques jours pour que se mette en place. Et que, comme dans toutes les situations de violence, elles sont underreported, toutes. Pour plusieurs raisons, par peur, par honte, par méconnaissance parfois que ce qui est subi est de la violence, parce que qui dit moun pou dire, dit moun pou cause nous causer. Chez un enfant victime, dans la majorité, immense majorité des cas, que ce soit de la violence physique, la violence psychologique, la violence sexuelle, émotionnelle, ils sont victimes de leurs proches. Donc, pendant le confinement, que ce soit des personnes victimes de violences conjugales, de violences domestiques ou chez les enfants victimes, il y avait une impossibilité de parler. Parce que tu ne peux pas sortir de chez toi, en fait. Tu ne peux pas sortir de chez toi où tu es victime et à qui tu signales. Donc, pendant le confinement, même, on n'a absolument pas une idée représentative. D'ailleurs, on voit les chiffres dans les cas signalés. C'est bien en deçà de la réalité. Mais après le confinement, il y a beaucoup de personnes qui ont pu dire en fait ce qu'elles avaient subi et puis elles étaient coincées. Mais il y a vraiment, dans toutes les violences, on est vraiment bien loin d'avoir un aperçu de la réalité, de ce que les personnes vivent pour toutes ces raisons. Et puis il y a aussi la peur, le déni. Dans les cas de violences domestiques aussi, c'est très minimisé, banalisé. Enfin, toutes les violences amoureuses sont très minimisées et banalisées. C'est oui, moi aussi j'ai vécu ça. Passe les bois, dis l'huile. Oui, mais c'est ton mari. Tu es marié pour le meilleur et pour le pire. Donc, il y a une espèce de pression sociale, outre le tabou, la honte, la peur, etc. Les menaces. Les menaces de je vais te tuer si tu vas dire, je vais faire la même chose aux enfants. Et les violences sont dans tous les milieux sociaux et tous les milieux socio-économiques. Ça, c'est important, vraiment de le dire, parce que ce n'est pas parce que les médias ont accès à certaines informations et signalent pour une certaine partie de la population que les autres ne sont pas concernés. La violence concerne tout le monde est potentiellement à risque, malheureusement. Parce qu'on a tendance à croire, et c'est nos billets et une perception quelque part, que cela touche uniquement une certaine souche sociale, en fait. Mais pas du tout. Working class. Ouais. Alors que, comme tu dis, la réalité est très différente. Est-ce que c'est aussi par rapport au type de violence aussi? Donc, parfois, c'est peut-être pas une violence physique, mais c'est un abus émotionnel et psychologique tellement intense, en fait, que ça peut carrément détruire la personne. Bien sûr. Bien sûr. Alors, on est un collectif droit humain, KDI, donc dans une des dernières recherches de KDI, donc l'année dernière, qui est commanditée par le KDI, et c'est différentes instances qui procèdent à la recherche, des professionnels, et ils montrent que la violence psychologique, émotionnelle, verbale est la forme de violence la plus subie par les femmes, par la communauté LGBTQIA+, et par les enfants. Ça, c'est selon la perception de leurs parents. Mais elle est peu rapportée, elle est bien moins rapportée que les autres. Et puis, elle doit absolument être définie beaucoup plus clairement dans nos lois. On parle de contrôle coercitif maintenant, partout. Dans le monde, c'est en train vraiment en tous les cas, de préciser cette forme de violence qui est le contrôle des repas, le contrôle des fréquentations, le contrôle des dépenses. Et là, je vais reprendre mon papier pour avoir mes chiffres. Oui, vas-y. J'avais dit. Et qui sont des chiffres très interpellants. À mon sens, je crois que c'est parce que je n'arrive pas à les intégrer que j'ai besoin de mon papier pour revoir. Donc, une des études commanditées par le collectif droit humain en 2022, il y a 28% des Mauriciens, donc c'est une étude qui est représentative, qui pensent qu'une femme doit obéir à son partenaire. Donc, c'est un tiers carrément. Un Mauricien ou une Mauricienne sur 3 pense qu'une femme doit obéir à son partenaire, qui pose question. 19% des personnes interrogées pensent qu'une femme doit demander la permission à son mari avant de sortir. On est en 2024 quand même. Alors, on est en 2024, ça c'est une étude de 2022. C'est pas trop si loin. 20% des Mauriciens et Mauriciennes pensent qu'une femme doit avoir des relations sexuelles avec son partenaire quand il le souhaite. Ces chiffres sont choquants. Un Mauricien sur 3, un Mauricien sur 5. Et après, on vient parler d'égalité des genres. On est très, très loin dans le contexte mauricien de parler d'égalité des genres. Donc, ce contrôle coercitif sur
que tu as allé, qui te fait, qui s'en a. C'est vraiment ce contrôle, cette manipulation, ce pouvoir et au fur et à mesure où la personne auteur des violences va isoler la personne victime, l'isoler et là pour la personne, parce que bien sûr qu'il y a aussi des hommes qui sont victimes, même si à peu près 88% des cas signalés à Maurice, ce sont des femmes victimes, ouais. mais contrôlent presque les pensées, les heures de repas, les sorties, l'argent, Le téléphone. Donc ce contrôle-là est voilà, une des formes de violence très importante qui doit absolument être inscrite donc, dans notre... Je ne sais pas si ça va rester toujours le Protection from Domestic Violence Act, soit le PDVA, soit ce Domestic Abuse Bill dont on entend parler depuis quelques temps. Mais en tous les cas, il faut vraiment que ce soit détaillé, cette violence psychologique, morale, émotionnelle, verbale aussi, de manière beaucoup plus précise. Et à qui, enfin, je ne sais pas s'il y a eu des études dessus, mais quelle est la cause de cela? Est-ce que tu penses que ça a un rapport avec notre société patriarcale, sachant que, bien sûr, qu'il y a 12 à 17% des hommes qui sont affectés, mais est-ce que c'est la nature de la société ou c'est un phénomène global, en fait? Quoique, globalement, on est quand même dans un schéma assez patriarcal, même de nos jours. Ça, c'est la première question. La deuxième question que j'avais, c'est que par rapport à cette forme un peu plus subtile, est-ce que ce serait vrai de dire que c'est tellement lent et graduel en fait que je connais quelques personnes où je dirais limite sont victimes d'abus, mais c'est tellement subtil en fait que la personne ne réalise pas. Et la personne se dit, ben ça fait 20 ans et je ne suis plus la même personne que j'étais, mais c'est pas un abus, parce que c'est pas un abus physique, dans la plupart des cas, tu ne réalises pas en fait. Oui. Alors, en fait, d'abord, il y a vraiment une méconnaissance des diverses formes de violence. On n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez. Dans le contexte mauricien, c'est très minimisé, banalisé. Donc, que ce soit cette violence verbale, donc de parler finalement du contrôle, des humiliations, des remarques, des dénigrements. Donc, ça, des violences physiques. Alors, violence physique, c'est ce qui est le plus facilement, disons, visible. Donc, ça, c'est parfois plus signalé, quoique. Pareil pour les violences sexuelles, qu'elles concernent les enfants ou dans les couples, on n'en parle pas. Quand on dit violence sexuelle, ça se fait avec ou sans contact corporel. Et déjà, nommer les organes sexuels, c'est un problème à Maurice. Donc, si déjà on a du mal à utiliser les vrais termes et les termes qu'on emploie pour nommer les organes sexuels, comment est-ce qu'une personne victime va se sentir à l'aise pour signaler? Donc, il y a vraiment un tabou autour de ça aussi. Donc, pareil, quand on parle des violences sexuelles, c'est quoi? C'est des attouchements. Quand on questionne les gens sur des attouchements, ils vont dire sur les parties intimes. C'est quoi partie intime? C'est quoi? C'est quoi pour un enfant? Ça ne veut rien dire. Donc, il faut vraiment nommer les organes sexuels. Il faut en parler sur fellation, masturbation, qui soit commise par un adulte ou un enfant, parce qu'une violence sexuelle sur 3 est commise par un enfant sur un autre enfant, à peu près. Donc, viol, tentative de viol, un baiser forcé, un visionnage de films pornographiques, des relations sexuelles forcées. Donc, chez les adultes, par exemple, quand on parlait des relations sexuelles tout à l'heure, beaucoup encore croient que c'est un devoir conjugal d'avoir une relation sexuelle avec son partenaire. Il n'y a pas de relation sexuelle par devoir conjugal. Une relation sexuelle sans consentement, c'est un viol. Donc, c'est hyper important et que souvent, finalement, en parlant à plusieurs personnes, notamment des femmes, elles ne savent pas, elles pensent que c'est le devoir conjugal. Non, une relation sexuelle, elle a besoin d'être consentie. Un acte sexuel, peu importe ce que c'est, a besoin d'être consenti. Un enfant ne peut pas consentir. De toutes les façons, son cerveau n'est absolument pas à maturité et arrive à maturité vers 24-25 ans. Donc déjà ça, tout acte sexuel envers un enfant, ou enfin que ce soit un acte sexuel, encore une fois, qu'on revienne avec contact corporel ou sans contact corporel, ou par grooming, par Internet, c'est une violence sexuelle parce que l'enfant, son cerveau n'a pas du tout la maturité pour vraiment prendre conscience des enjeux, des actes, etc. Donc tout acte sexuel, et ça tant mieux que ce soit dans nos lois de manière claire maintenant, c'est que tout acte sexuel commis sur un enfant est illégal et il n'y a pas de petits attouchements, il n'y a pas de c'était juste un attouchement, il va oublier, ou ça a été une tentative de viol et ce n'était pas un viol. Peu importe, ça reste une effraction, une agression sexuelle sur un enfant, est une effraction psychique, est une violence inouïe pour l'enfant avec des conséquences très importante à court
moyen et long terme. Donc vraiment, il y a vraiment un travail à faire à Maurice par rapport à parler des violences. Les violences, donc on a plein de lois, même si elles ont quand même besoin d'être affinées et clarifiées, mais quand même… Elles ne sont pas implémentées en pratique. Implémentées ou pas, mais en tous les cas, il y a une grosse minimisation encore des violences, alors pas qu'à Maurice, partout dans le monde, sur les violences, même les violences physiques chez les enfants. Il faut taper un enfant, bien corriger, comme ça il peut apprendre. Bien sûr qu'un enfant qui est tapé il y a plus de… allons dire, c'est pas des chances, c'est des possibilités qui travaillent, qui ne répondent pas aux parents et qui l'obéissent. Pour autant, l'impact des violences, des claques, des coups, des humiliations, maintenant avec la recherche, avec les neurosciences, on voit il n'y a pas une recherche, alors ça fait plus de 30 ans que je travaille sur les violences et que je continuerai certainement, il n'y a pas une recherche qui montre que de taper un enfant ou de l'humilier ou de lui crier dessus est efficace et bénéfique. Il n'y a pas. Alors, les gens peuvent penser que ce sont des fausses croyances, mais les recherches montrent que le stress que ça vient engendrer chez l'enfant, alors au-delà des blessures physiques, bien sûr qui sont plus visibles, au-delà des blessures psychologiques, on voit dépression, troubles du comportement alimentaire, bien sûr la difficulté aussi d'être en lien, parce que les personnes qui sont le plus proches de nous sont supposées nous protéger, nous aimer, elles nous frappent. Donc il y a une incompréhension, mais le stress que les violences va engendrer chez les enfants détruit les neurones. On voit que ça change la structure chimique de l'ADN. On voit que l'aide de Broca dans le cerveau, qui est l'aide du langage, est faiblement activée, voire pas du tout activée. Donc, ça a un impact au niveau du langage. Donc, toutes les violences subies, et je redis bien, aucune petite claque, une claque, c'est une violence. Donc, toutes les violences que les enfants subissent ont un impact sur la construction. Ils sont en développement. Et on voit donc l'impact aussi des violences dans une société, sur le rendement, parce qu'un enfant qui est frappé a du mal à se concentrer, a du mal à travailler à l'école, donc ça va avoir un impact bien sûr sur sa scolarité, sur sa capacité d'avoir un emploi aussi, et c'est pas juste sur les enfants qui sont victimes de violences physiques, mais aussi les victimes de violences sexuelles. Il y a un impact très important qui n'est pas suffisamment connu à Maurice. Donc, parler des différentes formes de violence, parler des conséquences des différentes violences, et surtout, prévention, intervention, c'est extrêmement important, et des lois, bien sûr. Donc, ça, c'est vraiment un élément qui est important pour agir sur les violences. Et quant aux parents, parce que comme tu as expliqué, peut-être il y a un manque de… Bon, c'est une forme d'ignorance. Les parents même ne réalisent pas parce que justement, ils se servent de toutes ces excuses. Donc, qui doit parler justement à ces parents? Parce qu'ils ne sont plus à l'école. Est-ce que c'est en entreprise? Comment justement aller dire à ses parents « No, you shouldn't do this ». Alors, chacune de nous, en tant qu'être humain, en tant que citoyen, en tant que professionnel, on a une responsabilité, à mon sens, pour agir, pour éviter que les personnes soient victimes de violences. Et peu importe quelle personne, que tout être humain soit victime de violence. Donc, on est plusieurs, en fait, en tous les cas, membres de la société civile, on a fait des recommandations pour qu'il y ait un vrai accompagnement depuis la grossesse. Donc, il y a tout un axe de parentalité qui a besoin d'être fait dans les hôpitaux, dans les cliniques, depuis la grossesse, parce qu'on voit maintenant d'ailleurs que le stress est transmis à travers le placenta et a des effets délétères sur les enfants. Donc, il y a tout un axe là qui est la responsabilité de l'État, qui doit être fait à travers l'accompagnement des parents. Et quand on dit ça, c'est pas la peine de dire « oui, c'est déjà fait, on parle aux parents quand ils viennent ». C'est pas la peine de… J'essaie de trouver un mot où je vais pas être grossière. C'est ok, tu peux être un petit peu grossière, c'est ok. C'est pas la peine de leurrer les gens en disant « c'est fait », parce que si c'était fait, on aurait eu moins de violence aujourd'hui. Okay? Donc, il y a un axe à agir en profondeur, et par rapport à toutes les violences de toutes les façons, il faut agir en intervention pour protéger les gens et en prévention. Donc, parmi les axes de prévention, ça c'est un élément qui est important. Au-delà de l'axe individuel où chaque citoyen est tenu, on peut se renseigner. C'est vrai qu'avant, la violence était normalisée, elle est encore beaucoup et beaucoup trop, normalisée, banalisée. Il faut taper les enfants, tu n'écoutes pas, tu as une claque, le bébé met sa main dans la prise, on le tape. Qu'est-ce qu'un enfant qui est tapé comprend? Qu'est-ce qu'un enfant qui est humilié comprend? C'est qu'on a du pouvoir sur lui et que finalement, on peut résoudre des situations qui sont peut-être compliquées. Avec la violence. Par la violence. Et qu'on la normalise et qu'on la banalise. En tous les cas,
quand un enfant est témoin ou victime de violence dans l'enfance, ça augmente les risques que lui, il utilise la violence et qu'il devienne auteur de violence. Donc, on a vraiment une responsabilité individuelle, donc que ce soit en entreprise, que ce soit nous les professionnels, enfin en psychologie, mais tout le monde en fait, pour faire attention à notre manière d'agir parce qu'on est des rôles modèles, que les enfants, de toutes les façons, nos actions ont beaucoup plus de poids que nos paroles, sont beaucoup plus facilement intégrées. Donc, si on dit à nos enfants, il n'y a pas de violence chez nous, mais paf, arrête de te crier, enfin, arrête de taper ton frère, et on le tape, on n'a aucune congruence, et c'est ça le message qui retient. Donc, en entreprise, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de situations de violence en entreprise, d'humiliation, de bullying, de violence physique et sexuelle, même s'il y a de plus en plus de lois pour empêcher, mais il y a tout un travail de sensibilisation qui a besoin d'être fait dans tous les milieux pour dire que la violence n'est pas normale. Alors, les parents font du mieux qu'ils peuvent. Mais ce n'est pas parce qu'on fait du mieux qu'on peut pas apprendre et continuer d'apprendre et demander de l'aide. C'est important qu'on puisse demander de l'aide si on a recours à la violence. C'est important qu'on puisse autant que possible demander de l'aide si on est victime. Donc, il y a des outils maintenant, il y a plusieurs professionnels à Maurice qui peuvent aider par rapport à ça. Enfin, on peut vraiment agir en prévention. En milieu scolaire, il y a des programmes, par exemple Connecté, qui est une entreprise sociale qui travaille sur un programme, les Amis de Zippy, depuis 2009, et maintenant c'est un programme qui est devenu national, travaille sur les habiletés psychosociales des enfants. Donc, quand on a un conflit, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on fait pour exprimer nos sentiments, nos émotions? Comment on peut faire pour rencontrer des amis? Comment on peut faire par rapport à un deuil? Donc, il y a tout un axe, en fait, de développement des habiletés psychosociales qui est hyper important parce que ce qu'on peut retrouver chez les personnes auteurs de violence, donc il y a des facteurs. Et je reviens à ta question, sorry, je fais une grosse digression par rapport à tout à l'heure. Il y a beaucoup de facteurs explicatifs qui interagissent pour expliquer le recours à la violence. Il y a des facteurs individuels, il y a des facteurs sociaux, il y a des facteurs environnementaux aussi. Et par exemple, le fait une difficulté à vivre la frustration, à gérer la colère, à mettre des mots, le stress, une intolérance au stress, une intolérance à la frustration, le fait de ne pas avoir appris à mettre des mots sur le ressenti. Voilà, quand on est en colère ou qu'on a peur, on apprend à dire « je suis en colère, j'ai peur, mon gars la rase ». Ça, on peut dire. C'est pas parce qu'on a peur et ou on est en colère et on se défoule sur les gens et qu'on utilise, que ce soit les enfants, nos partenaires, nos collègues, comme des paillassons et des punching balls. Donc, il y a toute une étape qui n'est pas forcément, qui n'a pas été en tous les cas faite, ou il y a clairement des manquements dedans, mais qui est en train d'être faite en tous les cas dans certains programmes scolaires, et c'est hyper important. Donc, il y a des programmes scolaires, l'école est responsable, pas que, les parents sont responsables aussi, bien sûr, parce qu'on peut toujours apprendre, se remettre en question, voir ce qui a marché et surtout questionner l'éducation qu'on a reçue. Nos parents, ils ont fait du mieux qu'ils ont pu, mais ils ont fané sur plein de plans. Et il faut pouvoir reconnaître ça. Ça veut dire que oui, ok, d'accord, mais ils n'avaient peut-être pas les outils, peu importe. Ça a été bien, ça m'a aidé. Non, ça n'a pas été bien dans ma construction et dans mon développement. Et c'est ça notre force aujourd'hui. Il y a des outils, il y a des aides possibles, donc on peut demander de l'aide, on peut dire « ouais, là, j'arrive pas, j'ai envie de taper mon enfant » ou « je le tape ». Vraiment, qu'on se renseigne sur les recherches, qu'on se renseigne sur l'impact de nos actes, les conséquences de nos actes. C'est ça notre responsabilité de parents et de citoyens et citoyennes. Et surtout par rapport aux enfants, moi, ce qui me dérange, parce que j'ai quand même 2 enfants en bas âge et on est quand même assez strict en ce qui concerne, les technologies, les téléphones portables, tout ça. Et on a souvent des discussions avec eux parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils n'ont pas de téléphone alors que tous leurs amis ont des téléphones. Et en fait, moi, ce qui me dérange le plus dans tout ça, c'est que je vois de plus en plus que je ne dis pas que la technologie est une mauvaise chose, bien sûr que non, mais je vois de plus en plus que les enfants, justement, peuvent devenir des victimes sans même que les parents réalisent, parce que justement, le genre de violence sexuelle ou autre a pris une différente forme maintenant. Et je lisais un article, je crois hier, sur BBC News, où il y a un enfant qui s'est fait targeted par des scammers en Nigérie. Et du moment que les scammers ont commencé à communiquer avec l'enfant, jusqu'au moment où l'enfant s'est suicidé, 6 hours. C'est terrifiant, alors que bon, l'enfant, j'ai oublié quel âge il avait un portable et bon, ils lui ont demandé d'envoyer des photos intimes, etc. Et puis, try to blackmail him, etc. Et je trouve ça terrifiant.
Ouais. Est-ce que toi, quelles sont tes recherches ou qu'est-ce que tu vois par rapport à la technologie et les enfants? Est-ce que tu trouves justement un trend towards more sexual violence towards kids? Oui, alors clairement, bon, d'abord, un point quand même par rapport au suicide, c'est que le suicide est multifactoriel. Il n'y a Bien sûr. pas une seule cause. Donc peut-être que ça a été le trigger, mais c'est certainement pas le fait que cet enfant... C'était pas un incident isolé, peut-être Non, que... oui, c'est ça. Ça veut dire qu'il y a certainement d'autres choses bon, dont on entend parler ou pas, mais en tous les cas, le suicide est plurifactoriel et ça, c'est vraiment important parce que c'est pas si simple que ça. Donc ça, c'est un axe simple, autant qu'on puisse dire ça, mais en tous les cas, pour comprendre. Donc ça, c'est un point. Maintenant, clairement, il y a les écrans et c'est pas tant les écrans que l'addiction et il y a les risques aussi. Ça veut dire que déjà, avant 3 ans, les écrans devraient être interdits aux enfants. Alors, vraiment, les recherches augmentent de plus en plus par rapport à ça, les effets néfastes sur l'attention, sur le langage. Un enfant a besoin d'être en interaction. C'est comme ça qu'il se développe, c'est comme ça que le langage se développe. Et les professionnels de la petite enfance qui travaillent avec les enfants voient d'énormes lacunes. Les professionnels de la petite enfance, les orthophonistes, les professeurs, les directeurs et directrices d'école maternelle, ils le voient vraiment bien. Ça veut dire que quand un enfant passe vraiment beaucoup de temps sur un écran, et beaucoup de parents à Maurice mettent depuis les bébés devant les écrans. Tu vois ça au restaurant, tu vas manger dans un restaurant. C'est dramatique. C'est dramatique. Ouais. Un enfant a besoin d'interaction sociale. Il a besoin qu'on lui parle, il a besoin qu'on joue avec lui. Et il y a beaucoup de parents qui croient à tort que l'enfant va être plus intelligent parce qu'il sait chanter les musiques qu'on a sur YouTube. Et pas du tout. Donc vraiment ça, il faut être vigilant parce qu'on voit l'impact au niveau de la capacité de concentration, du développement du langage, de l'interaction. Donc ça, déjà avant 3 ans, ça aurait dû être interdit. Et après, déjà, même avant 6 ans aussi, c'est une demi-heure et ça dépend quoi. Il faut visualiser, il faut pouvoir critiquer ce qui est vu, parler, critiquer. Donc avoir un regard critique dessus et voir avec l'enfant. Donc vraiment faire super attention. Donc ça, c'est aussi l'axe de attention aux écrans, attention à l'impact. Et bien sûr, tout ce qui est violence sexuelle, sextape, flaming, grooming, etc. Même si on voit aussi que souvent, d'ailleurs, dans ces cas de violence sexuelle online, les enfants connaissent quand même, dans la majorité des cas, les personnes qui le font. Le problème avec cette violence maintenant, c'est qu'elle est hyper rapide, qu'il y a très peu, voire pas du tout de communication sur les risques, comme d'ailleurs sur beaucoup de sujets. Et du coup, plusieurs parents donnent un téléphone aux enfants, et depuis tout petit, et même un peu moins petit, sans aucune communication. Donc, c'est très, très important, déjà, quel type de téléphone on donne, l'accès à quoi, parce que le porno existe partout, c'est hyper facile d'avoir accès. La sexualité, c'est une curiosité chez l'enfant. Donc, c'est complètement normal qu'un enfant qui a un téléphone et qui a appris un peu à écrire, tape porn, tape sexe, et c'est des horreurs auxquelles un enfant peut être confronté, et ça peut être très, très violent parce qu'il n'est absolument pas prêt psychiquement pour faire face à ces informations. Donc, il y a vraiment déjà une réflexion à avoir déjà sur l'âge de l'enfant, sur l'âge auquel on donne un téléphone, sur quels sont les risques. Il faut absolument qu'on parle avec l'enfant. C'est quoi les risques en fait d'avoir ton téléphone? C'est que d'être en contact avec quel genre d'informations? Avec la pornographie. Il faut expliquer ce que c'est que la pornographie, que les personnes le font pour avoir de l'argent, que c'est des images hyper violentes, que souvent l'enfant n'est pas prêt lui-même pour faire face à ça. Même nous, en tant qu'adultes, certains d'entre nous en tous les cas, parce que certains y ont quoi, mais c'est des images qui sont parfois d'une violence inouïe. Donc l'enfant, psychiquement, n'est pas du tout prêt pour ça. Donc, avant de donner un téléphone aux enfants, il faut vraiment pouvoir avoir une conversation avec l'enfant pour dire, voilà quels sont les risques. Voilà, et on peut en parler, et tu peux m'en parler. Mais c'est vrai que le plus on peut retarder cet âge d'accès, le mieux c'est. Alors, pas trop retarder non plus, parce qu'un enfant a besoin d'être inclus dans un groupe. À l'adolescence, par exemple, c'est un moyen d'être en contact avec d'autres. Donc, l'idée n'est pas de pestiférer l'intelligence artificielle, de ne pas pestiférer non plus l'accès, parce qu'il y a aussi l'accès à la connaissance qui est très important, très intéressant, qui peut permettre vraiment une ouverture d'esprit aussi. Mais on parle des risques, comme tout. Comme on parle de sexualité aussi aux enfants pour leur donner les outils pour mieux se comprendre, mieux se connaître, mieux se protéger. C'est pareil aussi au niveau des écrans. On en parle. Donc, si les parents n'arrivent pas, n'ont pas les mots, il y a plein d'accès possibles, plein de sites possibles, des professionnels à qui demander conseil s'ils ont besoin en fait. Donc, mais c'est
On en parle et après on donne. De croire que les enfants ne vont jamais chercher des informations, ne vont jamais avoir accès, etc., c'est vraiment de se leurrer. Parce que de toutes les façons, parfois, les parents se disent « Non, non, moi, je vais attendre 14 ans que mon enfant ait un téléphone. » Sauf que le gamin, il a déjà son compte Snapchat ou Instagram ou TikTok sur le téléphone de quelqu'un d'autre. Donc, il y a aussi une mesure à avoir, il y a une réflexion à avoir et il y a une discussion à avoir. Parce que parfois, c'est vrai que les enfants vont dire « Ah oui, mais tous mes copains et mes copines ont. » C'est pas forcément vrai, mais c'est vrai que de plus en plus tôt, les parents donnent et c'est vraiment un danger s'il n'y a pas une communication claire, précise et où on peut parler des sujets. Et c'est important, ça, dans les familles, enfin, quand on choisit, autant qu'on choisisse d'avoir des enfants. Mais en tous les cas, on a une responsabilité en tant que parents, éducateurs et éducatrices, mais d'abord les parents, d'aborder des sujets avec les enfants, des sujets inconfortables. Des sujets du décès, de la mort, de la sexualité, des agressions, des violences. Il faut arrêter de croire que les enfants vivent dans le monde des bisounours et des licornes. Parce que les enfants, déjà avant le confinement, c'était autour de 11 ans l'axe d'accès aux sites pornographiques. Wow. Avant le confinement. Wow. Maintenant, c'est encore beaucoup plus tôt, j'imagine. Je n'ai pas les infos précises dessus. Parce que les enfants ont accès. Donc, mais bien sûr qu'ils vont aller chercher. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on ait vraiment, nous, en tant que parents, éducateurs et éducatrices, un échange avec nos enfants. Parce que interdire tout jusqu'à tel âge aussi, ça peut être des risques aussi, parce que l'enfant, forcément, va transgresser, va vouloir transgresser les limites. Donc, c'est pour ça qu'avoir un échange dessus est important. D'après les études, est-ce qu'il y a un âge propice où justement l'enfant a un certain degré de maturité, de compréhension pour pouvoir assimiler, justement, parler de la sexualité, etc. Est-ce que disons, tu attendrais, je ne sais pas moi, 11 ans, 12 ans ou commencer encore plus tôt que ça? Non. Alors, par rapport à la sexualité, au développement psychosexuel, un enfant, déjà, à 4 ans et demi, peut tout à fait intégrer comment une femme accouche, comment on fait des bébés, sans aucun problème. Pour eux, c'est factuel. C'est nous, parents ou éducateurs et éducatrices, qui sommes mal à l'aise de parler de sexualité. Mais l'enfant 4 ans et demi, aucun souci pour intégrer ça. Donc l'enfant, déjà, au niveau du développement psychosexuel, ça aussi, c'est un axe qui est méconnu, c'est que la sexualité des enfants commence dès la vie intra-utérine. Il y a des lubrifications vaginales, il y a des érections dès la vie intra-utérine. Donc on voit, quand il y a des bébés, quand on change la couche, la main est sur le sexe. Parce que la sexualité, chez les enfants, est une découverte, est une curiosité, et c'est comme ça aussi qu'ils apprennent le monde. À 2-3 ans, par exemple, la caresse du sexe est une pratique qui est très commune et courante, qui n'est pas non plus anormale. Nous, en tant que parents, éducateurs et éducatrices, on va leur dire, si tu veux caresser ton sexe, je peux comprendre que ce soit agréable pour toi, seulement tu le fais dans un endroit où tu es seul, parce que c'est ton intimité, tout le monde n'a pas besoin de voir. Donc, après, vers 4 ans, 5 ans, les jeux du petit docteur, qui sont faits, si c'est bien un jeu en des enfants de même âge, ils découvrent l'autre sexe, ça aussi c'est normal. Il n'y a rien d'anormal dedans, l'enfant n'est pas pervers parce qu'il découvre sa sexualité, il découvre son corps. C'est juste une partie de son corps comme toute autre partie. Exactement, oui. C'est un organe comme un autre, sauf que c'est souvent nous, adultes, parents, éducateurs, éducatrices, parce qu'on n'en a pas entendu parler, ou qu'on n'a pas appris, ou que nos parents ne nous ont pas parlé, qu'on tabou, offense, drame. C'est pas du tout un drame dans un parcours normal de développement de l'enfant. Et puis, vers 6-7 ans, il y a souvent l'intégration de la pudeur et puis il y aura moins d'intérêt sur la génitalité. Ça va être toujours un peu l'amour, la sexualité, etc. Mais moins d'intérêt. Et puis, vers 11-12 ans, ça revient. Donc, plutôt platonique. Je dis plutôt parce que quand même à Maurice, on a en moyenne, on a à peu près 27 filles, quand même, 27 jeunes de 10 à 14 ans qui accouchent chaque année. Et on a beaucoup de grossesses précoces à Maurice et Rodrigue. Donc, ça veut dire que la sexualité est découverte déjà plus tôt. Mais normalement, ça devrait, parce qu'après, voilà, il y a quand même d'autres facteurs, être plutôt platonique. Et puis, pareil, masturbation, etc., qui revient à l'adolescence, la découverte de l'autre sexe, la génitalité, etc. Donc, c'est important qu'en tant que parent, on s'informe sur ces sujets-là. Alors oui, on ne peut pas peut-être s'informer sur tous les sujets, mais en même temps, c'est important parce que c'est le développement normal de nos enfants. Donc finalement, plus nous, on a des outils dessus pour apprendre à parler de ça. Enfin, je veux dire, quand on voit par exemple un cycle de la vie sexuelle,
Il y a 4-6 ans, c'est chez Hachette, pas de la promotion d'Hachette, mais je trouve que c'est assez intéressant au niveau factuel, même s'il n'y a pas de valeurs qui sont dedans. C'est accessible maintenant à Maurice. On voit, il y a les 4-6 ans, 7-9 ans. Dans l'encyclopédie de 7-9 ans, on parle déjà de contraception, de la pilule, le préservatif, de ce qui se passe. Pour l'enfant, il n'y a pas de souci de parler de ça à cet âge-là. Mais ça ne se fait pas dans les écoles. Alors, ça ne se fait pas dans les écoles. En tous les cas, ça se fait parfois dans certaines écoles au niveau du secondaire, mais bon, purement l'axe biologique. Et il y a eu un programme qui a été fait à un moment, sauf que les personnes qui ont été formées pour ça, beaucoup d'entre elles ne sont pas à l'aise pour parler de sexualité. Alors, l'enfant sent plus de 90% de la communication de manière générale et non verbale. Donc, l'enfant sent très bien quand la personne n'est pas à l'aise pour parler d'un sujet, donc ne va pas oser poser des questions. Donc, si on en parle, ce serait fondamental que ce soit dans toutes les écoles, parce que plus l'enfant est en contact et a les informations sur le fonctionnement de son corps, sur son développement, d'abord plus il se connaît, plus il se comprend, et plus on augmente les chances qu'il se protège. Donc c'est un élément qui est essentiel qu'on en parle et que des personnes soient formées et à l'aise pour déjà s'informer, comprendre, connaître le sujet et puis en parler. Et intégrer que, bon, bah, ok, peut-être moi, je n'ai pas appris, mais ce n'est pas tabou. Ça ne devrait pas l'être. Est-ce que tu vois que, et je ne vise aucun gouvernement en particulier, mais est-ce qu'il y a une volonté politique au sens large du terme de justement de bring that into our schools, que ça forme partie de notre curriculum en fait? Tout est toujours une question de volonté politique à la base. Ça veut dire que s'il y a une volonté politique de parler de ça, d'investir dedans, il faudra débloquer un budget pour investir dedans. Donc, effectivement, ce n'est pas forcément un gouvernement plus qu'un autre. C'est une urgence, vu les grossesses précoces et les risques des grossesses précoces, parce que les risques des grossesses précoces, ce n'est pas seulement au niveau physiologique, c'est que aussi on augmente à ce moment-là, déjà quand les jeunes filles ont des enfants très tôt, l'attachement on risque des attachements insécures, une inégalité sociale et socio-économique parce que la personne risque d'arrêter l'école, ne pas travailler, ne pas avoir effectivement se développer au niveau des études, donc avoir un métier qui va moins lui permettre d'avoir une autonomie financière, que les recherches de manière générale montrent qu'il y a beaucoup plus de violences sexuelles et physiques aussi très tôt, et le lien, la qualité de lien et d'attachement est fondamentale. Et il est très fragilisé chez des enfants eux-mêmes qui ont des enfants. Une qualité d'attachement sécure, ça veut dire la manière dont on regarde nos enfants, la manière dont on les porte, la manière dont on les tient dans les bras, dont on les aime, dont on les valorise. Cet élément-là est fondamental pour un enfant. On ne laisse pas les enfants pleurer. Et je redis bien ça et je réalise que je fais attention de parler cette fois-ci lentement. Pourquoi? Parce que un bébé qui pleure, il va vite intégrer. Un bébé, déjà, il est porté pendant plus ou moins 9 mois. Il a à manger, il est porté, il est contenu. Quand il pleure, c'est que soit il a faim, soit effectivement qu'il est sale, ou il a besoin d'un câlin. En tous les cas, qu'il y a un truc qui ne va pas. Donc, c'est complètement faux de croire que il faut laisser l'enfant pleurer. J'entends toutes sortes d'énormités, il développe ses poumons, il va avoir des mauvaises habitudes des bras. Tous les milieux socio-économiques, personne n'y échappe. Sauf que depuis, quand même, beaucoup plus des années 80, on voit vraiment que cet attachement a besoin d'être sécure. Donc, un bébé qui pleure a besoin d'être pris, a besoin d'être porté, a besoin qu'on le sécurise. Cette sécurité, c'est ça qui lui donne confiance en lui et qui aide à vraiment avoir une identité de plus en plus solide et se sentir en sécurité. C'est la base. C'est la base. Et donc, tu viens de dire que justement, il y a un lien avec des enfants qui ont des enfants parce que justement, ils vont laisser le bébé pleurer parce que moi-même, je suis un enfant, moi-même, j'ai besoin d'être portée, d'avoir un câlin et maintenant, tu me dis ça. Alors, ça, c'est pas juste chez les personnes qui sont jeunes et bien sûr que tout le monde ne peut pas généraliser. L'attachement sécure, donc c'est ça, en fait, tu vois, dans la qualité d'attachement, il faut investir dedans. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure un peu plus tôt de l'investissement dans la parentalité, parce que ce qu'on voit chez les pédocriminels, donc ça veut dire que les pédophiles qui sont passés à l'acte, qui ont agressé les enfants, ce qu'on voit chez les auteurs de violences domestiques, violences conjugales, violences de couple, ce qu'on voit chez les auteurs de maltraitance, j'aime pas trop le terme agresseur, donc je vais préférer auteur de violence,
On voit que chez toutes ces personnes, chez les personnes consommatrices de substances, un des points communs, c'est des personnes qui ont eu un attachement insécure. Ce sont des personnes dont on ne s'est pas bien occupé, qu'on n'a pas valorisé, dont on n'a pas entendu les besoins fondamentaux, qui étaient d'être vus, d'être portés, de sentir qu'ils ont de la valeur, de se sentir aimés. Donc, avant, on n'avait peut-être pas les infos. Maintenant, on les a. Il ne faut absolument pas laisser un bébé pleurer. On le prend, on le porte dans les bras. Et parfois, c'est super dur d'être parent, c'est super dur dans les premiers temps de vie. On demande de l'aide. On demande de l'aide aux partenaires, on demande de l'aide à la communauté, aux personnes proches en qui on a confiance. Même si, voilà, il faut faire attention, mais on demande de l'aide pour porter nos bébés. Le bébé s'apaise. Le bébé a besoin d'être apaisé. Donc, en fait, plus on investit dans des outils qu'on va partager aux parents, parce que c'est super dur d'être parent, on fait du mieux qu'on peut, mais on n'a pas les outils, et ça s'apprend. Donc, il faut qu'on investisse dedans. Quand l'État va choisir d'investir dans la parentalité, on va investir automatiquement dans une société dans laquelle il y aura moins de violence. C'est sûr, et c'est là où la prévention a besoin d'être importante. Donc, vraiment de manière substantielle. Parce qu'on peut avoir des mesures, bas-de-bâté, piecemeal, ok, pas mal, mais c'est pas comme ça qu'on va agir à long terme. En fait, on va pas to the root cause. Exactement. On est en train de mettre des petits pansements dessus. C'est ça, ouais. C'est ça. Et C'est pas mal, mais c'est loin de suffire. Parce que, outre l'intervention, parce toute personne victime de violence de manière générale, de manque de soins, de manque d'attachement, on a besoin d'intervenir au niveau social pour qu'elle soit protégée, au niveau psychologique pour qu'il y ait un accompagnement, au niveau médical et au niveau légal, parce qu'à Maurice, quand même, toutes les violences sont illégales, elles sont dans nos lois, donc ça c'est l'intervention. Et puis en prévention, voilà, il y a vraiment une prévention à faire au niveau individuel, à apprendre à prendre conscience qu'on a de la valeur en tant que personne. Non seulement nous vis-à-vis de nous, mais les personnes qui nous entourent. C'est essentiel, on oublie parfois l'humanité. Alors oui, ça va très vite, l'intelligence artificielle, etc., on oublie l'humanité. Les personnes avec qui on travaille, les personnes qu'on côtoie, tu as de la valeur, tu as pas autant, je prends le temps de t'écouter, je prends le temps de te demander comment était ta journée. C'est ça qui fait la différence. Donc, quand quelqu'un sent qu'il a de la valeur, on peut aussi, au fur et à mesure, augmenter ses habiletés, lui, psychosociales, qui disent « non, ma journée n'était pas bonne, voilà ce qui s'est passé ». Voilà ce qui s'est passé. J'augmente aussi les possibilités qu'une personne qui a été victime, pas juste un enfant, vient dire ce qu'il a subi à travers la communication. Quand j'entends aujourd'hui beaucoup, souvent, j'ai pas le temps. On n'aura jamais le temps. Jamais. C'est à nous de créer le temps. C'est à nous, quand on est parents, quand on choisit d'avoir des enfants, on crée le temps, on crée quelques minutes, on crée une qualité de temps. Chaque jour avec mon enfant. Comment s'est passée ta journée? Comment c'était? Qu'est-ce qui était bien dans ta journée? Qu'est-ce qui n'a pas été bien dans ta journée? Qu'est-ce qui t'a amusé? Qu'est-ce qui t'a fait rire? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a rendu triste? C'est ça qui était important. C'est pas juste quelle note tu as eu à l'école, ou c'est pas juste, je sais pas, qu'est-ce que tu as découvert, qu'est-ce que tu as appris. C'est qui es-tu? Qui tu es deep inside, c'est ça qui fait la différence. Et c'est cette humanité-là qui fait la différence. Et c'est pour ça que, comme si nous, citoyens, citoyennes, qu'on soit des collègues, que ce soit dans le monde professionnel, en entreprise, que ce soit pas que, mais chez nous, c'est ça. C'est « je te vois ». En Zoulou, au Natal, la manière de dire bonjour, c'est Saobona. Ça veut dire « je te vois ». Et c'est ça qu'on devrait faire autour de nous. C'est ça qu'on doit investir. C'est ça la priorité d'investissement. Ça devrait être la priorité d'investissement de l'État. Parce qu'on ne peut pas parler de développement économique s'il n'y a pas un développement de l'humain et un développement social. Tout marche ensemble. Qui est justement en danger, justement, et encore une fois, ce n'est pas pour dismiss la technologie, mais justement avec l'intelligence artificielle, le working remotely, etc., on perd, et je ne dis pas qu'il ne devrait pas avoir de flexibilité, absolument, il devrait y avoir une flexibilité dans le milieu de travail, ça c'est un autre débat, mais quand on perd ce contact humain, comme tu disais, excuse-moi, je bascule en anglais, we forget who we are. Ouais. I don't want to sound new age, but en fait, les gens oublient que tout ce qui importe, at the end of the day, c'est l'amour en fait. C'est les liens, c'est la qualité des liens, c'est la qualité de relation. C'est ça ça crée des structures neuronales, c'est ça qui fait vivre. Un enfant, par exemple, dont on ne s'occupe pas, se laisse mourir, il y a eu beaucoup de travaux dessus. Donc, une personne isolée, qui n'est pas en lien social, plein de recherches montrent ça. D'abord, qu'ils ne sont pas heureux, ils ont beaucoup plus de
de troubles de santé physique, mentale. Donc, il faut investir le lien, il faut investir la qualité de relation. La qualité de relation, ce n'est pas non plus qui bon news, c'est comment tu es. Parce que quand news mauvais, il faut bien qu'attendre qui news mauvais, ça veut dire que ça ne va pas en ce moment. Ça veut dire que je suis en colère en ce moment. Ça veut dire que je suis triste. C'est qu'on peut, que la personne qui est vis-à-vis de nous, la personne avec qui on est en lien, peut entendre aussi qu'on n'a pas juste besoin de parler du positif, qu'on peut parler des choses qui sont lourdes, des choses qui sont douloureuses, des choses qui font souffrir, parce qu'on est en vie, on ne peut pas ne pas ressentir. Donc le fait aussi oui c'est ça, cet espace d'injonction, il faut être heureux, il faut du positif, il faut parler positif. On parle du toxic positivity aussi, hein? Ouais. C'est ça. Nous sommes des êtres de ressenti, nous sommes en vie. Donc il faut pouvoir entendre ça aussi, c'est important. Donc seulement d'avoir, comme dit Thomas Dansembourg, qui est un ancien avocat qui est thérapeute aujourd'hui, qui dit il faudrait autant qu'on prenne une douche psychique pour se connecter avec qu'est-ce qui se passe en moi, comment je suis. Et c'est pareil quand je te vois. C'est-à-dire que quand je suis en train de te parler, Joanne, je ne suis pas en train de regarder mon téléphone, ni regarder la télé, c'est je suis en train de te regarder. C'est je te vois, tu existes, tu es importante. Et c'est ça qui fait la différence dans les relations et dans le monde. Ce qui est désolant parfois, je ne parle pas nécessairement des enfants, là, je parle aussi des adultes, où tu vas manger dans un restaurant et tu regardes autour de toi. Et il y a combien de couples en fait qui sont en train de manger, mais ils ne se parlent pas, ils ne se regardent pas, ils sont scotchés à leur téléphone. Et encore une fois, j'ai l'impression que I'm coming across as someone who is saying technology is bad, mais c'est pas cela du tout. Mais en fait, on perd le besoin de se connecter l'un à l'autre, je ne sais pas. Il y a une différente manière de se connecter l'un à l'autre. Donc, le téléphone, les réseaux sociaux, ils ne doivent pas être diabolisés parce que c'est une manière d'être en lien. Par contre, il y a des moments où ils doivent être mis de côté pour regarder l'autre, pour avoir des temps d'échange et des temps de communication. Parce que les recherches montrent ça, plus de 90% de la communication est non verbale. Donc, les émoticônes, les échanges, tout ça sont intéressant, mais pas suffisant. Donc, il faut vraiment compléter. Ça veut dire qu'avoir un temps, de communication à travers le téléphone, parce que les réseaux sociaux, c'est une manière d'être en lien, c'est une manière d'échanger, c'est une manière aussi d'être plus près des gens parfois qui sont pas dans le même pays, etc. Ok, donc il ne faut pas le diaboliser, mais pas investir que dedans. Investir aussi dans work from home, c'est top. Et puis, de temps en temps, avoir des réunions pour communiquer, pour être en lien, pour se voir. Je te vois. Dernière question pour toi, Mélanie. Tu as une jeune femme qui vient te voir, qui a subi une violence sexuelle en entreprise, ou disons en entreprise, plutôt que dans un couple, quoique c'est tout autant commun. Et elle te dit, j'ai honte. J'ai honte et je ne sais pas quoi faire. Je préfère me taire, je change de job et puis, voilà. Que dirais-tu à cette jeune femme ? Alors, beaucoup de choses, mais je peux dire des choses de différents endroits de celle que je suis, parce que je suis femme, je suis citoyenne, je suis maman, je suis épouse, je suis professionnelle. Donc, il y a vraiment différentes choses, différents angles. En accompagnement, allons dire en accompagnement thérapeutique, c'est de prendre le temps avec la personne, de lui laisser le temps, à moins que sa vie soit en danger, de lui laisser le temps aussi de l'accompagner dans ce qu'elle est en train de vivre, dans ce qu'elle est en train de ressentir et de l'aider à prendre conscience au fur et à mesure des enjeux. Je vais faire une aparté sur une petite, mais je risque d'aller un peu loin, c'est pas grave, c'est important pour moi parce que Walker est une psychologue qui a écrit le cycle dans la violence de couple. Elle parle de cycle de tension où il y a les insultes, les injures, les regards, etc. Ensuite, crise, justification de l'auteur en disant « oui, mais tu vois, tu m'as provoqué » ou bien « moi, tu vois, ça ne va pas se reproduire » et phase lune de miel. Encore une fois, je redis bien, tous les milieux socio-économiques. Et donc, dans cette phase lune de miel, c'est je suis désolée, je vais plus jamais refaire ça. Je vais plus jamais, je donne un cadeau, je donne des fleurs, etc. Et en fait, plus ça part et plus la violence, dans les cas de violence conjugale, elle s'intensifie en fréquence et en gravité. Jusqu'à, il y a des risques sur la vie. Okay? Donc, ce cycle fait que c'est important. Il y a tout un axe de psychoéducation aussi à faire pour expliquer, c'est-à-dire que, et en fait, pour avoir fait beaucoup de sessions avec des personnes victimes, elles se reconnaissent tout à fait dedans. Donc, ce n'est pas juste théorique, c'est comment… je travaille beaucoup aussi sur le terrain, donc je suis aussi en contact avec beaucoup de populations, dans différentes populations différentes, dans différentes instances.
groupe peut-être, le terme est plus juste, et vraiment ça se confirme. Donc c'est vraiment une prise de conscience des enjeux, des conséquences, parce que des enfants qui sont témoins de violences de couple sont aussi victimes. Donc il y a tout un axe, ça c'est un axe, on va dire, psy. Ensuite, il y a l'axe citoyen, citoyenne, parce que c'est aussi ma responsabilité de citoyen et citoyenne, et j'estime que c'est la responsabilité de toutes les personnes qui sont autour de nous d'agir sans se mettre en danger dans les cas de violence. C'est notre responsabilité d'agir et de protéger les personnes. C'est un crime. Un crime a été commis. C'est un crime, c'est un manque de respect, c'est une négation de la personne, et les conséquences sont tellement importantes en termes de dépression, de risque de consommation de substances, de manque de confiance en soi, manque d'estime de soi, incapacité de travailler. Enfin, les conséquences sont extrêmement graves. Donc, comme si je me dis, si on est chacun là, chez nous, à se dire, le linge sale se lave notre famille, ils ont qu'à régler leurs affaires, et moi, pour les affaires d'immunes, en fait, dans les cas de violence, nous bisons les affaires d'immunes. Parce que c'est notre responsabilité de pouvoir protéger les personnes qui sont victimes. Donc ça, c'est ma place de citoyenne et de femme, bien entendu, et encore, si c'est une femme victime aussi, parce que ça aussi, la place des femmes a tellement évolué, mais on a tellement encore peu de place. On n'est pas du tout dans le equal pay. Les lois ne sont pas du tout pareilles. On regarde notre code civil, c'est juste dramatique certains articles du code civil pour voir à quel point on est en inégalité. En fait, sur beaucoup de plans, on est toujours sur le code Napoléon, en fait. Alors que la France a évolué, nous, on est toujours en 1800. C'est hallucinant. Je dis, une femme qui veut faire une ligature des trompes à Maurice en 2024, elle a besoin de l'autorisation écrite signée par son partenaire, secteur public et privé. L'homme qui veut faire une vasectomie va chez le chirurgien, paf, 2 temps 4 secondes, aucune autorisation. Il y a des énormités encore qui sont, à mon sens, complètement inacceptables encore à Maurice. Donc ça, maintenant, dans ma posture de maman, protéger les enfants, c'est un élément qui est fondamental, pas seulement les miens, mais les autres. Et j'estime que aussi, quand on est parent, on a autant que possible, en tous les cas, c'est notre responsabilité aussi d'ouvrir nos cœurs et de se laisser toucher par la souffrance des autres, et surtout en voyant les dégâts. Donc, c'est autant que possible essayer d'accompagner aussi les parents, de mettre des tips, de partager certains outils, si possible, sans se mettre en danger en tous les cas. Mais à mon sens, c'est d'entendre, ça veut dire de voir la personne qui est victime, c'est je te vois, j'entends ce que tu me dis et je te crois. Et j'entends que c'est difficile pour toi. Et comment toi tu es avec ça? Pour moi, c'est ça l'élément qui est essentiel. C'est de dire à l'autre et de faire sentir à l'autre que toi, en tant que personne, tu es importante. Ce que tu vis, ce que tu ressens, c'est important. Et ce qui est important, que tu sois protégé. Donc, autant que possible, d'être avec cette personne pour que cette personne ait la force et le courage aussi de signaler les cas de violence, parce que personne, jamais, ne mérite d'être victime de violence. Peu importe que ce soit de la violence psychologique, verbale, émotionnelle, sexuelle, physique, jamais. Et peu importe l'âge de la personne, peu importe son orientation sexuelle, peu importe son âge, sa couleur, personne jamais ne mérite de subir de la violence. Donc on doit agir pour ça, et c'est notre responsabilité, à mon sens, de citoyens, citoyennes, de nous mobiliser pour éviter toute forme de violence et qu'on puisse avoir un regard critique et de prendre position pour protéger les personnes. J'ajoute un autre facteur, peut-être c'est un peu relié au rôle de citoyen, en tant qu'ami, parce que parfois tu entends des histoires où c'est peut-être pas des violences physiques, mais des violences émotionnelles et psychologiques. Du borderline, enfin je ne sais pas s'il y a un terme en français, mais en anglais on entend souvent parler du gaslighting. Et en tant qu'ami, tu veux être là pour la personne, mais en même temps tu te dis, est-ce que dois-je me mêler de ses affaires, etc. Donc en tant qu'ami, que peux-tu apporter justement de ton rôle d'ami without overstepping, et maybe you should overstep? Oui, pour moi, oui, on doit overstep. On doit dans le sens de se dire, de questionner nos intentions. Parce qu'on ne se mêle pas des choses. On peut dire, ça m'interpelle, ou je suis inquiète, ou comment toi tu te sens par rapport à ça. Quand c'est des proches, on peut aussi interpeller l'auteur de ce genre de violence, l'auteur de ce genre de propos. De dire, c'est pas super OK, ou moi ça me brouille, ou je suis triste, ou ça m'interpelle, ce genre de propos. Donc, moi, à mon sens, dans des situations de violence, on ne peut pas être un témoin passif, on doit être un témoin solidaire et engagé. Donc, c'est dans ce sens-là, ce n'est pas de juger, c'est de dire « I do care for you ». Merci. Merci Mélanie.